le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. On est en juin, ça ne vous aura pas échappé, et c'est le mois de mon anniversaire, mais c'est aussi le mois des fiertés LGBT. Coïncidence, je ne crois pas. L'occasion de vous rappeler qu'il faut nous donner un peu plus la parole, un peu plus voix au chapitre, 365 jours par an et pas seulement 31 jours de l'année pour booster les ventes de goodies arc-en-ciel ou encore avoir l'air un peu plus inclusif par intermittence. Et donc, il y a quelques jours, la Commission américaine des droits humains déclarait l'état d'urgence pour les personnes LGBTQ+. Quoi de mieux pour célébrer le mois des fiertés ? Oui, parce que je sais pas si tu as vu, Kumbis, mais aux États-Unis, il y a pas mal de lois anti-LGBT, anti-trans qui sont passées. Qui passent d'État en État, et je vois c'est vraiment liberticide de ouf. Et voilà, et donc du coup la commission a lancé l'alerte et a donné pas mal de ressources pour celles et ceux qui souhaiteraient par exemple déménager d'État pour être en sécurité. C'est vraiment dingue. Ouais. C'est-à-dire que tu as quitté ton pays pour vivre ta vie en fait et ta liberté. Les États-Unis en plus, enfin du coup pays qui vraiment se targue d'être hyper pro-liberté et tout. Enfin là limite donc en gros la commission donne vraiment des tips pour limite quitter le pays, quitter les États qui sont les plus LGBT-phobes. Donc voilà. Petit bémol, en tout cas c'est aussi l'occasion de parler de représentation parce que voilà les personnes LGBT sont de plus en plus visibles, oui, mais elles ne sont pas mieux visibles. Donc on va parler un petit peu de tout ça, on va parler de pinkwashing, on va parler des stéréotypes qui sont véhiculés par la télé française, notamment sur les questions queer, et on va mettre Karine Le Marchand et ses reportages transphobes dans une sauce, parce qu'elle le mérite. Avec son gay radar, là. C'est ça, exactement. Bon, j'ai quelques chiffres pour toi, Kumbis. Il y a la Dépêche qui a donné des chiffres selon le GLAAD, c'est une association qui lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQ+. Aux États-Unis, en 2022, il y avait presque 12% des personnages dans les séries qui étaient issus des communautés LGBT. Et donc, sur 775 personnages réguliers, il y avait 92 qui avaient des rôles LGBT. Donc, c'est à peu près 3% de plus qu'en 2020-2021. Donc, c'est plutôt cool. Je sais pas, en ce moment, j'entends beaucoup parler de la série Heartstopper. Je sais pas si tu l'as regardée, toi. C'est une série où il y a pas mal de représentation queer, du coup. Et j'en parlais la semaine dernière, Ultimatum, Queer Love. Ça fait du bien de se voir à la télé, et la représentation est très importante. C'est, je le rappelle, une télé-réalité, et cette édition-là est réservée aux personnes queer, notamment lesbiennes. Et on le sait, il y a pas mal de reportages aussi qui sortent, notamment sur les personnes trans, avec beaucoup de choses problématiques, on va en parler tout à l'heure. Donc, il y a de plus en plus de représentation, c'est cool, parce que moi, quand j'étais plus jeune, il y avait vraiment aucune représentation. La seule que j'avais, c'était le groupe Tattoo, qui s'est avéré en fait être des homophobes. Mais je viens de lire ça, mais je suis choquée en fait. Parce que même nous, on regardait le clip en cachette parce que c'était un clip où elles s'embrassaient. Ouais. Et c'était pas genre normal pour l'entourage. Mais du coup, comment t'as su que t'étais homophobe en fait ? C'était juste du marketing ? Oui, c'était du marketing carrément. Mais ça jouait, c'était vachement sexualisation des personnes lesbiennes. Elles étaient en petite tenue d'écolière. Le fantasme des hétéros en fait. Et bon, alors moi à l'époque quand même j'ai saigné le clip. Hein. Mais ouais, après coup, on s'est rendu compte que, en tout cas, une d'elles était hyper homophobe. Donc c'est pas la meilleure des représentations, tu vois. Et en plus, il y avait pas de représentation de lesbiennes noires ou alors de personnes bi ou non binaires noires. Donc c'était pas non plus ouf. Donc il y en a de plus en plus, ce qui est bien. Ça donne davantage la parole aux personnes LGBTQIA+. Elles sont davantage représentées à l'écran, dans plein de médias. Mais c'est à double tranchant. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Mais d'ailleurs, je te coupe parce que quand tu parles de représentation, ça me fait penser à une profession qui est un peu nouvelle, qui arrive en 2020 en France. Ça s'appelle la gender editor. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont responsables des questions de genre dans les médias écrits. Donc elles s'occupent du traitement de la représentation des genres et dans les contenus et veillent à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes, que ce soit dans l'écriture ou dans l'angle choisi. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais la neutralité n'existe pas dans le journalisme. Ça veut dire que quand on écrit, il y a d'office un peu nos jugements
qui transparaît et du coup des biais qu'on a intériorisés et que parfois ils sont même inconscients. Ça peut être par exemple comme parler du physique d'une femme experte interrogée pour un sujet qui n'a rien à voir avec son physique, ou alors de justement donner la parole que à des experts masculins quand c'est des sujets jugés comme plus intellectuels, comme scientifiques, tout ça, et reléguer les expertes femmes à des sujets plus féminins ou alors de juger plus doux. Et du coup, ces personnes-là, les gender editors, travaillent sur des constructions des médias et des journalistes. C'est pas pour chercher la petite bête et dire oui 50-50 partout, mais c'est juste pour être plus représentatif de la réalité en fait. Ouais, donc, c'est trop cool ça. Et je crois que ça existe aussi, je crois, dans les séries, les films. Oui, regarde aussi, c'est vraiment important. Parce que j'ai l'impression que même maintenant, même s'ils font le travail, souvent j'ai l'impression que le personnage LGBT, il est souvent surjoué. Tu vois, c'était un peu comme l'ex avant la copine noire qui était là, qui toi c'était vraiment la meuf qui faisait tout, tu vois. Elle était pas contente de ci, pas contente de ça, donc en fait ils avaient mis toutes les minorités dans elle et tu vois. Et c'est bien d'avoir quelqu'un pour dire ok d'accord, on est représenté, mais comment est-ce que c'est pas trop un cliché, tu vois. Et souvent je suis contente que même moi j'aime bien les films où les minorités sont là mais sans être minorité. Tu vois ce que je veux dire, en fait on parle de leur histoire, on parle pas du fait ah oui c'est Audrey, tu vois, elle est cuir et elle est noire, tu vois. Non, juste c'est Audrey et c'est sa vie et oui à côté elle est cuir et noire, tu vois. Ouais, je vois. C'est hyper important, surtout quand tu te construis et si t'es pas encore out. Moi, ça m'aurait beaucoup aidé. Et donc, c'est très important. Rien que se voir déjà et voir que tu existes, en fait. Et que tu te dis que je suis pas seule et qu'on est, on est tous ensemble, on est une communauté. Et ce que je vis résonne chez quelqu'un d'autre, tu vois, parce que souvent quand on se voit pas, tous nos traumatismes sont aussi silencieux en fait. Silencieux, et puis on a l'impression d'être bizarre, de pas être dans ce qui est le cas, on n'est pas dans la norme entre gros guillemets, mais du coup le fait de voir d'autres personnes qui puissent avoir des récits, des parcours à l'écran ou je sais pas moi, même dans les livres, peu importe, mais ça fait du bien et ça permet de se construire autrement, et aussi le fait d'avoir diverses expériences, comme tu le disais, pas des trucs clichés à chaque fois, ça c'est important. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a certains médias qui peuvent véhiculer des stéréotypes, des clichés hyper négatifs sur les personnes LGBTQIA+, ou alors carrément avoir une approche hyper sensationnaliste quand il s'agit de traiter des sujets qui sont liés à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à toutes ces questions-là. Et donc on va un petit peu en parler. Et ces représentations négatives-là, quel est leur impact, quoi, parce que ça peut contribuer carrément à renforcer des préjugés et à alimenter une homophobie et une transphobie ambiante. C'est pas juste des trucs à l'écran, quoi. Ça a vraiment un impact. Ça a un impact sur la vie de tous les jours, du coup carrément. Sur la vie des personnes concernées, quoi. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai fouillé, et au Canada, il y a un ouvrage collectif qui a été dirigé par Joël Rouleau, qui est paru en 2022, qui s'appelle Télévision queer aux éditions du Remue-Ménage. Et donc il y a 10 spécialistes qui parlent des avancées et des limites des médias en termes de visibilité et de représentation des personnes queer. Et dans le média Le Devoir, du coup, Joël Rouleau, elle confirme qu'en fait, on est vraiment dans une ère où on est de plus en plus visible en tant que personne queer, donc il y a une hyper visibilité, mais que voilà, ça peut aussi être à double tranchant, donc je cite, il y en a beaucoup, et c'est en soi réjouissant, surtout quand on pense à l'importance que ça peut avoir pour de nombreuses personnes adolescentes, on le disait tout à l'heure, mais il faut reconnaître que ces séries sont rarement entièrement adéquates, souvent elles perpétuent des stéréotypes associés à la diversité sexuelle et de genre, ce qui pourrait avoir comme effet de limiter les manières d'être queer, c'est-à-dire d'exprimer son identité. En somme, il y a beaucoup d'œuvres, mais encore énormément de diversité dans des modèles qu'on y présente. Et effectivement, je sais pas si t'as vu récemment, enfin, ça fait quelques années déjà qu'il y a beaucoup de reportages qui sortent, notamment sur les questions de transidentité. Et notamment, là, il y a le 21 mai dernier, le reportage Transgenre, enquête sur les nouveaux tabous, qui a été diffusé dans Zone Interdite sur M6, et c'est un carnage. Ça m'étonne pas. Ouais, donc en gros, dès l'intro, t'as la voix off qui parle de nouveaux phénomènes, comme si c'était une mode. Et tout le long, en fait, on entend des expressions comme fabrique des enfants transgenres. Il y a une experte, soi-disant, qui dit que voilà, ça vient des réseaux sociaux, comme s'il y avait eu une contagion par les réseaux sociaux du fait d'être transgenre. Alors que ça c'est vraiment
une rhétorique qu'on retrouve souvent en fait. Le fait qu'on les voit souvent maintenant, toi, c'est comme si en fait la chasse aux sorcières, tu vois. Oui, ils se montrent sur TikTok, donc ça influence les gens et je trouve que c'est vraiment très petit et très étroit comme manière de penser. Oui, puis c'est faux, les personnes transgenres existent depuis toujours, c'est juste que il y a un climat où elles sont plus à l'aise de se montrer justement et tant mieux en fait. C'est ça exactement. Et donc en gros, il y a aussi un médecin dans ce reportage qui parle d'épidémie carrément, de pandémie. Et vraiment, sa parole est prise comme argent comptant. Il y a personne qui commente, qui réfute ou qui contrebalance cette pensée-là. Il y a même le reportage qui donne la parole à un groupe qui s'appelle Hippomonis, un groupe de parents transphobes qui prônent les thérapies de conversion qui ont été interdites, je le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà, en gros, la parole des personnes qui détransitionnent, qui est complètement détournée et utilisée à des fins transphobes. Enfin, il y a plein de trucs hyper problématiques. Et je suis tombée sur un post du psy Morgan Noam sur Instagram et qui parle justement de ce reportage sur son compte. Et voilà, enfin, il dit bien que visibilité n'est pas égale à sécurité et que du coup, montrer ce genre de choses, c'est hyper dangereux en fait pour les personnes trans. Et voilà, enfin, le reportage, il parle du fait que c'est dangereux parce que ça peut convaincre en fait des parents d'enfants trans qui sont encore un peu sceptiques et qui essayent de se renseigner. Et là, du coup, c'est une lubie, ça va lui passer, voilà. Des trucs comme ça. Exactement, ça va les emmener sur un chemin clairement transphobe. Ça encourage aussi les violences, la stigmatisation, enfin voilà. Et puis c'est grave pathologisant en fait, parce que on fait venir un médecin pour parler de pandémie. C'est chaud. Le jeu des mots est vraiment très dur et très bizarre. Ouais, c'est très chaud. Et en fait, c'est pas la première fois que M6 fait ce genre de choses, puisque déjà en octobre dernier, il y avait Karine Le Marchand, on en parle. Voilà, ou celle, comme tu le disais tout à l'heure, qui croit qu'elle peut détecter les hommes gays avec son radar fictif. Je sais pas si vous avez vu t'avais vu la vidéo. Oui, sur Twitter, tout le monde en parle. Et maintenant, dès que quelqu'un pense que quelqu'un est gay, ils mettent la photo de Karine Le Marchand. Ouais, donc pour celles et ceux qui savent pas, il y avait une vidéo qui tournée de Karine Le Marchand. Je crois que c'était en Zoom. Enfin, je sais pas, elle était en appel, en visio. Ouais, en vrai, c'était un live Instagram ou quoi. Et elle disait à quelqu'un, mais toi, t'es gay, je le sais, un truc comme ça. Ouais, je sens que t'es gay. Ouais. Et elle le faisait à plusieurs reprises. Bref. Voilà, donc cette personne a lancé une soirée spéciale transidentité parce que, apparemment, elle s'est sentie investie d'une mission qui s'est avérée vraiment complètement transphobe. Il y avait notamment le documentaire Trans unique en leur genre. Et d'après Télérama, avant même la diffusion, en fait, il y avait eu une 50aine d'associations, de collectifs LGBT+, et féministes qui avaient vu le programme en avant-première et qui avaient publié un communiqué pour dénoncer son voyeurisme et rappeler que les vies des personnes transgenres n'étaient ni un sujet de divertissement, ni un sujet de débat. Donc voilà, donc ça partait déjà mal. Et en fait, le documentaire a suivi pendant 1 an 3 personnes transgenres, donc Aela, 33 ans, Emma, 63 ans, et Zach, 18 ans, donc un petit peu tous les âges. Et en fait, c'est un documentaire qui est hyper dangereux et sensationnaliste. Moi, j'ai juste vu des extraits, mais en fait, le documentaire s'attarde beaucoup sur les transformations physiques des personnes transgenres. Et donc, ça réduit un petit peu, tu sais, la transidentité à une question physique, chirurgicale. C'est un peu comme les gens transphobes qui posent la question, est-ce que t'as fait l'opération? C'est hyper voyeuriste. Comment c'est, ça la regarde pas, en fait. Ouais, voilà, ça vous regarde pas. Et le documentaire insiste pas mal là-dessus. Donc, c'est clairement très dérangeant. Et ensuite, en fait, il y a eu un débat animé par Karine Le Marchand après ce documentaire qui s'appelait « Enfants trans, que faire ?» Et la composition des intervenantes était vraiment c'était noir et blanc, quoi. Il y avait d'un côté les pour et de l'autre les contre, comme si c'était un débat qui devait avoir lieu, comme si ils avaient leur mot à dire, quoi. C'est ça, comme si on pouvait débattre sur la transidentité. Et en plus, je trouve ça hyper violent, tu sais, de mettre des personnes transgenres face à des personnes qui sont littéralement contre elles, et on les lâche comme ça. Leur vie, en fait. C'est ça, et on leur dit vas-y, débat. Enfin, c'est horrible. Ouais, prouve-moi que tu mérites ta liberté, en fait. Ouais, ta liberté, ton humanité. Et donc après tout ça, il y a eu et bien évidemment plein de signalements auprès de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, donc l'ARCOM, à juste titre. Et donc ce genre d'émission, ça a un impact réel sur les vies des personnes concernées. Je sais pas si t'avais vu, mais il y a des chiffres qui sortent régulièrement sur le fait qu'il y a une grande majorité des personnes trans qui souffrent en fait de dépression et ou qui ont déjà fait une tentative de suicide, et c'est surtout lié justement à la transphobie en fait constante. Sur Twitter.
Exactement, donc ce genre de documentaire, ça n'aide évidemment pas, au contraire. Et c'est aussi, je trouve, hyper inquiétant au regard de, on le disait tout à l'heure, de l'actualité mondiale, parce qu'il y a les droits des personnes trans qui reculent, notamment aux États-Unis. Donc, clairement, ça donne de l'eau au moulin, en fait, de la transphobie. Donc, c'est pas OK. Et en parlant, du coup, de médias et de traitement médiatique, tu sais, il y a pas longtemps, il y avait la variole du singe. Oui. Et à la télé, et même dans la presse, il y avait pas mal de commentateurs de droite, surtout, qui se moquaient ouvertement des victimes de variole du singe, parce que la grande majorité, c'était des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et il y avait plein de déchaînements homophobes sur les réseaux sociaux. Je sais pas si t'avais vu passer des trucs. J'ai vu passer. Après, ils ont encore lié ça au sida, tout ça. Et comme quoi, en fait, les hommes gays étaient des hommes... je sais pas si on peut parler d'impudicité. Tu vois, c'est clairement ce qu'ils disaient, en fait. Ouais. Et c'est encore le cliché de la supersexualisation de l'homme qui aime un autre homme, en fait. C'est ça, exactement. Et les médias jouaient vachement là-dessus, en fait, sous couvert de dire attention par rapport au rapport sexuel homosexuel, attention, vous allez peut-être attraper la variole du singe. C'était vraiment prétexte pour des propos super homophobes. Et il y avait pas mal eu de harcèlement aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, traitement médiatique bancal. Et voilà, dans certains contextes, en fait, une visibilité accrue, ça peut exposer les personnes queer LGBT à la discrimination, au harcèlement, à la violence. Et du coup, la visibilité dans les médias, c'est cool, mais ça peut attirer des réactions hyper négatives et des discours de haine, en fait. Plus t'es visible et plus t'es sujet, vulnérable en tout cas, à ce genre de trucs. Et les personnes LGBT qui occupent une place importante dans les médias, elles en font les frais. Et il y a Talma Desta dans Homophobie, Transphobie, 10 ans après le mariage, la lutte continue, qui a été diffusée le 15 mai dernier dans À l'air libre sur Mediapart, qui en parle justement, donc je vais le citer. Il dit « C'est un contre-coup à la visibilité. Être visible, c'est avoir une cible dans le dos. À partir du moment où on ne vit plus caché et qu'on parle de nous dans tous les documentaires tapageurs ou dans les émissions racoleuses et dans les débats qui opposent personnes trans et militantes anti-trans, ça met en avant nos identités et nos parcours de vie et ça amène son lot de backlash. » Et il ajoute « On parle d'épidémie trans, comme si l'accès à la transition était facile. C'est un fantasme total. Ce sont des parcours extrêmement longs, coûteux en temps, en énergie, en argent. À ce titre, ce qui est dit sur nous, sans nous et à côté de la plaque. » Et c'est vrai que dans les médias, en fait, souvent on parle des personnes trans, des personnes LGBT, mais en fait on les invite pas. On parle d'elles sans elles. On parle à leur place. Ouais. Après ça peut se transposer à plein de minorités. Tu le disais par exemple les femmes. Ouais, les femmes qui portent le voile. Tout en fait. Carrément. Et j'ai remarqué aussi que les réseaux sociaux c'était un peu un échappatoire aussi pour les personnes queer et LGBT, puisque souvent on n'est pas invité ou alors on parle de nous sans nous. Et donc c'est cool parce que ça donne de la visibilité, notamment sur Instagram, TikTok. Mais il y a aussi encore le revers de la médaille avec qui dit réseaux sociaux dit harcèlement potentiellement. Ouais. Et c'est beaucoup plus difficile de se retourner sur les réseaux sociaux contre ce cyberharcèlement là, quoi, parce que ça peut être anonyme. Et surtout que les plateformes ne sont pas vraiment au point de la technologie concernant ça et que tu peux attendre avant que la personne soit exclue, quoi. Oui, carrément. Et puis souvent, en plus, c'est même les personnes qui sont harcelées qui sont exclues. Enfin, en tout cas, censurées. Les personnes trans, les personnes LGBT de manière générale. Et de manière générale, toutes les minorités sont hyper censurées. Donc, voilà, c'est catastrophe. Donc, moi, si je pouvais conseiller les médias, ce serait de veiller à ce que la représentation des personnes LGBT soit pas simplement cliché, stéréotypée et symbolique. Enfin, je voulais aussi parler de la tokenisation qui a lieu pour beaucoup de personnes minorisées, notamment les personnes LGBT. En fait, c'est quand il y a un seul personnage ou une seule personne qui est utilisée pour représenter un groupe tout entier. Ouais. Donc, par exemple, je sais pas, moi, dans une série, t'as une seule personne queer et voilà, c'est tout. On se dit, c'est bon, on a fait notre boulot. Et parfois, elle est queer et noire, ou asiatique et ça, Exactement. Parfois, elle a plusieurs discriminations. Comme ça, on se dit, bon, c'est bon, on a coché quelques cases, ils vont pas nous faire chier. Et en fait, c'est hyper limitant, quoi. Enfin, ça limite les expériences que peuvent avoir les différentes communautés queer. Donc voilà, c'est pas top. Et puis la représentation médiatique, ça peut aussi se concentrer, justement, on le disait tout à l'heure, sur les expériences des personnes LGBT blanches, cisgenres et aisées. Il n'y a pas beaucoup de représentation et d'intersectionnalité dans les médias. Par exemple, les personnes noires et queer, les personnes noires, non-binaires et queer. C'est toujours un truc et puis c'est tout. Ou alors, c'est que des personnes blanches, cis
précises et puis riches, quoi. Donc, ouais, ce serait bien d'inclure un petit peu plus les voix et les expériences de toutes les personnes LGBT, notamment les personnes LGBT racisées, transgenres, handicapées, grosses, issues de milieux socio-économiques différents. Et je voulais aussi parler du pinkwashing. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est le fait que pendant le mois des fiertés, tout le monde sort son petit drapeau et les marques, un truc comme ça? Ouais, grave, okay. Il y a ça, ouais. Il y a de ça, par exemple, ouais, comme tu le dis, pendant ce mois-là, les petits drapeaux qui sont partout, même Uber sort le petit drapeau arc-en-ciel. Et il y a aussi, tu sais, quand t'as des personnalités qui vont faire un peu pareil, quoi, qui vont surfer un peu sur la vague queer parce que c'est à la mode, mais au final, quand tu regardes bien en profondeur, rien n'est fait concrètement. Et donc, ça exploite en fait la lutte des droits LGBT et ça aborde pas vraiment les problèmes systémiques de fond, quoi. C'est un peu un pansement sur les blessures, quoi. Et vraiment, je suis partie deep. Et voilà, donc la représentation des personnes LGBT dans les médias, c'est pas foufou, surtout en France. Et je m'étais dit aussi, j'avais l'impression qu'on mettait beaucoup l'accent sur les côtés négatifs, en fait, de nos représentations, c'est-à-dire l'homophobie, la transphobie, et ce qui est normal, parce qu'il y en a beaucoup. C'est des parcours très tragiques, souvent, et il n'y a pas beaucoup de récits positifs. Et du coup, ça donne peu de perspectives aux personnes concernées qui seraient pas encore out, par exemple. Donc moi, j'aimerais bien avoir plus d'histoires d'amour, par exemple, LGBT saines, contrairement à Ultimatum. Des personnes queer avec des parcours réalistes, nuancés, faire des représentations plus respectueuses et qui mettent pas en insécurité les personnes LGBT, quoi. Et pour finir, j'aimerais bien vous donner peut-être des exemples de meilleures ressources, de meilleures représentations que les reportages de Karine Le Marchand. Je sais pas si tu connais Counterpoint sur YouTube. C'est une personne transgenre, du coup, qui fait des espèces de pastilles avec un thème, par exemple. Dernièrement, elle avait parlé de Harry Potter, sur la thématique du coup des transidentités. Et c'est hyper intéressant, il y a des mises en scène, c'est super informé et elle a vraiment un talent de storytelling. Donc, elle parle en français ou c'est anglais? Non, c'est en anglais. Okay, donc voilà, si vous comprenez bien l'anglais, vous pouvez regarder Counterpoint sur YouTube. Comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi Morgan Noam, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Il y a aussi le compte de Aggressively Trans. Voilà, donc c'est un peu pour en apprendre davantage sur les questions trans. Il y a aussi Talma Desta, évidemment. Et il y a aussi la journaliste Lénaïgue Bredou chez Mediapart qui est responsable éditoriale et concernant les questions de genre. Donc vous pouvez suivre toutes ces personnes pour une meilleure représentation en espérant que les médias français se réveillent. Que moi je me réveille. Audrey. Non, d'accord. Elle est réveillée, mais suivez-la.